Hey, we wasn't going. Snoop was on, you know, fuck Death Row, basically fuck Tupac and everything above. The shooter, the person who shot Tupac, did you get to see their face? And was this a person that worked for Death? So therefore, it was a big 750, you know. And if you look at the bullets and you look at everything, how it happened, and you look at the fact that where I got shot at, I grabbed Tupac. Tu te vantes de comment Snoopy t'a dit et t'a raconté qu'il faisait partie de ceux qui ont mis du pain pour tuer Pac. Depuis derrière les barreaux, le boss de Death Row interpelle Snoop Dogg, affirmant que le Dogg Fater avait les mains dans le jeu quand Tupac s'est fait toucher. Les vieilles relations, la politique de rue et les secrets du quartier se déversent alors que Suge lâche ce qui pourrait être l'aveu le plus réel de l'histoire du hip-hop. Décomposons ça. Quand la jalousie est devenue mortelle sur la route. Yo, quand Suge Knight a commencé à balancer des bombes depuis derrière les murs de prison, affirmant que Snoop Dogg avait quelque chose à voir avec le fait que Pac se soit fait descendre, tout le game hip-hop est devenu fou. Ce n'était pas juste un bif ordinaire ou des ragots de prison venant d'un vieux OG aigri. Non, c'était le grand patron de Death Row Records. Le même type qui était sur le siège passager quand ses balles ont transformé cette BMW en gruyère sur le strip de Vegas en 96. Directement en train de pointer du doigt l'une des figures les plus légendaires du game. Tu vois, Death Row au milieu des années 90, ce n'était pas juste un label qui vendait des disques. C'était tout un empire, une organisation de rue qui faisait trembler l'industrie musicale et qui avait mis le gangsta rap West Coast sur la carte mondiale. Au centre de tout ce pouvoir, 3 poids lourds. Suge Knight, le muscle avec des liens mafieux qui faisait flipper les cadres d'entreprise. Dr. Le génie des beats qui nous a donné la bande-son de la lutte, et Snoop Dogg, ce natif de Long Beach au flow détendu qui est arrivé et a vendu plus de 800 000 exemplaires la première semaine avec Doggy Style. Snoop était le roi incontesté du château avant que Tupac Shakur ne débarque. Son premier album en 93 le faisait passer pour l'élu. Il était au sommet du monde. Intouchable. Il était tout. Il allait être une star pour toujours. Il allait être plus grand que Michael Jordan. Plus grand que n'importe qui. Le plus grand de tous les temps. Et puis Tupac est arrivé. Tupac n'était pas juste une menace pour sa couronne. Tupac représentait quelque chose de différent. Tupac était brut. Tupac était sans filtre. Tupac était tout ce que Snoop n'était pas. Et Snoop le savait. Il le sentait. Il le ressentait mal. À mesure que l'étoile de Tupac montait, celle de Snoop pâlissait. Il n'était plus le roi incontesté. Il n'était plus qu'une pièce d'un jeu plus grand et plus dangereux. Et à mesure que le succès de Tupac grandissait, les murmures et les rumeurs aussi. Les rumeurs que Snoop n'était pas heureux. Les rumeurs qu'il se sentait éclipsé. Les rumeurs qu'il nourrissait une rancune profonde envers l'homme qu'il avait surpassé. La nuit où tout a changé. Le 7 septembre 1996 a commencé comme n'importe quelle autre grande soirée pour la famille Death Row. Mike Tyson était sur le point de démolir Bruce Seldon au MGM Grand de Vegas. Et c'était exactement le genre d'événement où tout le roster de Death Row se pointait normalement. Le combat, l'after-party au club 662, appartenant à Suge Knight lui-même. Ces événements étaient obligatoires pour quiconque se réclamait de Death Row. Sauf que cette fois, quelqu'un d'important manquait à l'appel. La version de Suge Knight sur l'absence de Snoop cette nuit-là est l'un des éléments les plus accablants de toute son interview. Personne dans notre cercle ou à Death Row ne manque le combat et tout le monde va au club 662 après. Tout le monde. Donc on a été surpris que Snoop ne se montre pas, surtout qu'ils avaient des places au bord du ring déjà payées. On a été surpris qu'il ne soit pas au club, mais plus tard on a tous appris pourquoi Snoop n'était pas venu. Mais le fait que Snoop soit fantôme n'était que le début de ce que Knight trouvait louche à mort. Selon Knight, Snoop aurait convoqué une réunion chez lui avant le voyage à Vegas, convainquant d'autres gars de Death Row de ne pas faire le déplacement. Kurupt de DHA Dog Pound aurait dit que Snoop avait organisé une réunion où ils avaient décidé de ne pas aller à Vegas. Même Nat Dogg, un autre artiste de Death Row, aurait dit aux gens qu'il irait à Vegas tant qu'il ne traînait pas autour de C, sous-entendant Tupac et Knight, laissant entendre qu'il avait peur de se retrouver au milieu des tirs croisés. Le détail le plus glaçant de toute l'histoire de Knight concerne Warren G., le demi-frère de Snoop. Et l'une de ces radios haute puissance utilisées par la sécurité de Death Row. Selon Knight, Warren G a dit que Snoop était chez lui en train de regarder le combat et qu'il avait l'une de ses talkie-walkie de sécurité, du genre qui couvrait toute la côte ouest et n'était utilisée que lors des grands événements Death Row pour coordonner la sécurité. Ce que Warren G aurait entendu à travers cette radio cette nuit-là était carrément glaçant. Knight affirme que Warren a entendu toute la fusillade en direct, y compris quelqu'un dire « Got it » juste après que les coups de feu aient retenti. L'interprétation de Knight, c'était clair comme de l'eau de roche. La seule fois où quelqu'un avait une de ces radios, c'était s'il allait à un club ou un événement où il pouvait communiquer avec sa sécurité. Les implications étaient claires et terrifiantes.
Si Snoop avait cette radio et que Warren a entendu la fusillade en direct, savait-il ce qui allait se passer? Voici la traduction du texte en français, des heures plus tard, alors que Suge Knight poussait la BMW avec Tupac à bord le long de la bande de Las Vegas en direction du club 662, une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté d'eux à un feu rouge près de Flamingo Road et Kovallan. 4 coups de feu ont éclaté, touchant Tupac à la poitrine, au bassin et à la cuisse. Knight a été blessé par des éclats de balles, mais a survécu. Tupac a été emmené d'urgence au centre médical de l'université, où il a subi une opération et a été placé sous assistance respiratoire. Pendant 6 jours agonisants, Tupac a lutté pour sa vie dans ce lit d'hôpital. Pendant ce temps, Knight a appelé Snoop à plusieurs reprises, le pressant de venir rendre visite à Pac, mais Snoop n'est pas venu à l'hôpital. Au lieu de cela, il s'est rendu à la maison de Knight à Las Vegas. Mais avant d'en arriver là, revenons en arrière. Revenons aux jours qui ont précédé cette nuit fatale. À la tension croissante entre Snoop et Tupac. Aux événements qui ont alimenté l'animosité et conduit à la tragédie qui allait à jamais changer le paysage du hip-hop. Parlance des MTV Video Music Awards à New York. Rappelez-vous cette nuit? La nuit qui allait devenir un moment charnière dans la relation entre Tupac et Snoop. Selon la version des faits de Suge Knight, les choses ont commencé à se dégrader lors d'une after-party. Tout d'abord, il y a eu cette confrontation avec Nas, que Knight décrit en détail. Tupac a vu Nas et est allé le voir avec une centaine de personnes. Lui et Nas ont commencé à discuter. Tout le monde qui connaît Pac sait qu'il va aller avec lui. C'est tout. Mais ce qui s'est passé plus tard cette nuit-là à l'hôtel allait définitivement endommager le lien entre Tupac et Snoop. Selon la version des faits de Suge Knight, Snoop a donné une interview à la radio dans laquelle il a dit qu'il était cool pour travailler avec les East Coast Cats, les mêmes personnes que Tupac croyait l'avoir piégé et tiré dessus à 5 reprises au Quad Studio en 1994. Nous avons écouté Snoop à la radio. Snoop disait que c'était Pac qui était sur le point de faire un morceau avec Biggie. Il allait faire un morceau avec Puffy. Il allait faire tous ces morceaux. Pour Tupac, ce n'était pas juste une différence de stratégie commerciale. C'était l'acte ultime de trahison. Un comportement de serpent. Il avait mis Snoop et d'autres artistes de Death Row sur son album. Il était allé à la guerre pour ces gars. Il les avait défendus contre tout l'établissement de la côte. Et maintenant, Snoop était en train de dire publiquement qu'il était prêt à travailler avec l'ennemi. C'est quelque chose de vraiment dégueulasse. La confrontation qui a suivi a été explosive. Knight décrit comment Tupac a couru après Snoop dans cet hôtel. Il a pris Snoop. Pac a couru sur lui. Il a fait ce qu'il a fait. Snoop a couru dans cette direction. Je l'ai arrêté. Nous n'allons pas faire tout cela à New York et nous faire passer pour des idiots. Le trajet en voiture jusqu'à la Californie a été tendu et très inconfortable. Knight révèle que Snoop a refusé de monter dans la même voiture que Tupac, préférant voyager avec les bagages dans le van tandis que tout le monde d'autre était dans des limousines. À l'aéroport, les choses sont devenues encore plus tendues. Lorsque nous sommes arrivés à l'avion privé, je leur ai dit de se calmer et d'avoir cette conversation plus tard. Mais Snoop n'est jamais monté à bord de l'avion et n'a pas pris de fourchette et de couteau et n'est pas venu me voir et ne m'a pas parlé de tout cela. Ce vol de retour vers l'ouest a été 5h30 de tension glaciale. Knight décrit comment Tupac et Snoop ont à peine échangé des mots, avec un silence qui planait dans l'air comme la mort elle-même. Les dernières paroles que Tupac a dites à Snoop dans cet avion étaient aussi froides que l'Arctique. Pac, vas-tu à Las Vegas pour le combat? Parce que Snoop ne lui a donné qu'un signe de tête froid en réponse. La relation avait été brisée comme du verre, peut-être au-delà de toute réparation. Maintenant, revenons à Las Vegas. Knight dit qu'il a appelé Snoop à plusieurs reprises après la fusillade. Il essayait de le convaincre de venir à l'hôpital. Mais Snoop n'est jamais venu. Au lieu de cela, il est allé à la maison de Knight. Knight dit qu'il a été surpris de voir Snoop. Mais il n'était pas tout à fait choqué. Parce qu'il savait, au fond de lui, que quelque chose n'allait pas. Mais voici où les choses deviennent encore plus compliquées. Knight affirme que, après la fusillade, Warren G., le beau-frère de Snoop, lui a dit quelque chose d'incroyable. Selon Warren, il écoutait une radio à haute puissance, le même type de radio utilisé par la sécurité de Death Row pour les grands événements. Et ce qu'il a entendu était glaçant. Warren G. affirme avoir entendu quelqu'un dire « c'est fait immédiatement après les coups de feu ». Knight dit qu'il interprète cela comme une confirmation que Snoop et son équipe savaient exactement ce qui allait se passer. Qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre impliqués. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, considérons ceci. Nous avons affaire à un récit qui est raconté depuis une cellule de prison. Un récit façonné par des années de regrets, de colère et d'un désir désespéré de s'absoudre de tout blâme. Pouvez-vous vraiment prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre? Ou est-ce une fabrication soigneusement construite pour détourner les soupçons et se protéger lui-même? Knight poursuit en expliquant comment il a continué à essayer de joindre Snoop, tentant de le convaincre de venir à l'hôpital. Mais il ne répondait tout simplement pas au téléphone. Knight dit qu'il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Que Snoop n'agissait pas comme un ami. Knight dit qu'il a commencé à soupçonner que Snoop cachait quelque chose.
Knight dit qu'il a commencé à craindre que Snoop soit impliqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Knight dit qu'il a commencé à comprendre que Snoop n'était plus l'ami qu'il croyait connaître. La nuit où tout a changé. Le 7 septembre 1996 avait commencé comme n'importe quelle autre grande soirée pour la famille Death Row. Mike Tyson était sur le point de mettre une raclée à Bruce Seldon au MGM Grand de Vegas. Et c'était exactement le genre d'événement majeur auquel toute l'équipe de Death Row se rendait habituellement. Le combat, puis l'after-party au club 662, appartenant à Suge Knight lui-même. Back in that car, where I knew who was shooting, I knew how many people were shooting, who participated. Ces événements étaient obligatoires pour quiconque se réclamait de Death Row. Sauf que cette fois, quelqu'un d'important était absent. Le récit de Suge Knight sur l'absence de Snoop cette nuit-là est l'un des passages les plus accablants de toute son interview. Personne dans notre cercle ou chez Death Row ne manque le combat, et tout le monde va au club 662 après. Tout le monde. Alors nous avons été surpris que Snoop ne se montre pas, surtout qu'ils avaient des places au bord du ring déjà payées. Nous avons été surpris qu'il ne soit pas au club, mais plus tard nous avons tous appris pourquoi Snoop n'était pas venu. Mais le fait que Snoop se soit volatilisé n'était que le début de ce que Knight trouvait louche au possible. Selon Knight, Snoop aurait convoqué une réunion chez lui avant le voyage à Vegas, convainquant d'autres gars de Death Row de ne pas y aller. Kurupt de DHA Dog Pound aurait dit que Snoop avait tenu une réunion où ils avaient décidé de ne pas aller à Vegas. Même Nat Dogg, un autre artiste de Death Row, aurait dit qu'il irait à Vegas tant qu'il ne serait pas autour de c'est-à-dire Tupac et Knight, laissant entendre qu'il avait peur de se retrouver pris dans un règlement de compte. Le détail le plus glaçant du récit de Knight concerne Warren G., le demi-frère de Snoop, et l'une de ces radios haute puissance utilisées par la sécurité de Death Row. Selon Knight, Warren G. a dit que Snoop était chez lui en train de regarder le combat et qu'il avait l'une de ces radios de sécurité, du genre qui couvrait toute la côte ouest et n'était utilisée que lors des grands événements Death Row. Ce que Warren G. aurait entendu à travers cette radio cette nuit-là était carrément glaçant. Knight affirme que Warren a entendu toute la fusillade en direct, y compris quelqu'un dire « Got it » immédiatement après les coups de feu. Knight dit qu'il interprète cela comme la confirmation que Snoop et son équipe savaient exactement ce qui allait se passer. Qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre impliqués. Mais avant de tirer des conclusions, réfléchissons. Nous avons affaire à un récit raconté depuis une cellule de prison. Un récit façonné par des années de regrets, de colère et un besoin désespéré de se décharger de toute responsabilité. Peut-on vraiment prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre? Ou est-ce une fabrication soigneusement construite pour détourner les soupçons et se protéger? Knight poursuit en expliquant comment il a continué à essayer de joindre Snoop, tentant de le convaincre de venir à l'hôpital. Mais il ne répondait tout simplement pas au téléphone. Knight dit qu'il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Que Snoop n'agissait pas comme un ami. Knight dit qu'il a commencé à soupçonner que Snoop cachait quelque chose. Knight dit qu'il a commencé à craindre que Snoop soit impliqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Knight dit qu'il a commencé à comprendre que Snoop n'était plus l'ami qu'il croyait connaître. Et dans les souvenirs de ceux qui ont été témoins de l'ascension et de la chute de Death Row Records, le débat fait toujours rage. C'est une histoire imprégnée de la mythologie du hip-hop de la côte ouest, une saga tragique mêlée à la violence des gangs, à l'ambition et au pouvoir corrosif de l'envie. L'idée même que quelqu'un du cercle intime de Tupac ait pu orchestrer sa disparition est troublante, surtout compte tenu du lien apparemment indéfectible qui avait été affiché. Mais alors que Suge Knight continue de dérouler son récit derrière les barreaux, les graines du doute s'enracinent plus profondément que jamais. Le cœur de cette situation complexe réside dans la rupture documentée entre Tupac et Snoop Dogg. Les commentaires à la radio, apparemment anodins en surface, représentaient une fissure plus profonde dans leur relation. Tupac, toujours farouchement protecteur de son image et de son héritage, percevait la volonté de Snoop de collaborer avec des artistes de la côte et comme une trahison de leur identité commune de la côte ouest. Ce n'était pas simplement une question de divergence artistique, c'était un abandon perçu de la loyauté. C'était une fissure dans les fondations de Death Row, un affaiblissement subtil du récit soigneusement cultivé d'unité et de domination. Et puis il y a l'absence de Snoop à Vegas cette nuit fatidique. C'est un fait simple, indéniable et troublant. Bien qu'il s'agisse d'une apparition obligatoire pour tous les artistes de Death Row, Snoop n'était pas présent. L'explication officielle, généralement vague et peu convaincante, ne fait qu'amplifier les soupçons. Évitait-il simplement une confrontation avec Tupac, ou y avait-il une raison plus sinistre à son absence? La question persiste, telle une ombre sombre jetée sur sa réputation. Sa carrière s'étend sur des décennies, mais cet épisode reste une tache sur son parcours, un rappel constant de la nuit où Tupac Shakur a perdu la vie. Au-delà des conflits documentés et de l'absence inexpliquée, il y a l'affaire de la radio de sécurité chez Warren G. Ce détail, introduit par Suge Knight, est particulièrement intriguant. L'implication est que Snoop avait accès à certaines informations, qu'il faisait partie d'un réseau qui savait ce qui allait se passer. Cela suggère un niveau d'implication qui dépasse la simple coïncidence. La question n'est pas seulement pourquoi Snoop n'était pas à Las Vegas, c'est ce qu'il savait et à qui allait sa loyauté.
Mais peut-être que la preuve la plus révélatrice vient de Napoléon, un autre ancien associé de Death Row, qui s'est exprimé longuement sur le comportement complexe et souvent contradictoire de Snoop envers Tupac. L'analyse de Napoléon dépeint un homme qui pleurait publiquement la perte de Tupac tout en sapant subtilement son héritage. La révélation que Snoop n'aimait même pas la chanson Hit Up et n'avait jamais exprimé ses sentiments du vivant de Tupac est particulièrement accablante. He like, you got a radio? You know, he all pumped up. He cut the radio on, and we listened to Snoop on the radio. Snoop is, you know, saying that's Pac on the bush. He'd do a song with Biggie. He'd do a song with Puffy. He'd do all these songs. So Pac was so mad because Pac loved those dudes. He always would ride for them. And he brought it up. He said, man, I just came to fuck with you. But I put everybody on death row. I put everybody on my album. And made sure that Cela suggère un acte calculé de dénigrement posthume, une tentative soigneusement orchestrée pour diminuer l'éclat de Tupac. Le moment choisi pour ces déclarations, des années après la mort de Tupac, soulève de sérieuses questions sur leur authenticité. Ce n'est pas seulement une affaire de deuil, c'est un schéma constant visant à miner une personne qui représentait autrefois une source importante de validation et de succès. Il est facile de rejeter ces accusations comme les divagations d'un ancien associé rancunier, cherchant désespérément à gagner en notoriété en attaquant une icône adorée. Mais le volume même des preuves, la constance du comportement et la conviction inébranlable de ceux qui connaissaient le mieux Tupac ne peuvent être ignorés. Il ne s'agit pas simplement de culpabilité ou d'innocence, il s'agit de comprendre les dynamiques du pouvoir, les effets corrosifs de l'envie et la fragilité des relations humaines. Le contraste entre les manifestations publiques de chagrin de Snoop et ses expressions privées de mépris est frappant. Les interviews en larmes, le remords apparemment sincère, s'agit-il d'émotions authentiques ou de performances calculées destinées à protéger son image et détourner les soupçons? La réponse ne sera peut-être jamais connue avec certitude, mais les questions persistent, alimentées par l'incertitude de la mémoire et les biais inhérents à la perception humaine. Le témoignage de Suge Knight, malgré son passé trouble et ses motivations douteuses, offre une perspective unique sur les événements entourant la mort de Tupac. Il était dans la voiture avec Tupac, il a été témoin de l'attaque et possède une connaissance des rouages internes de Death Row que peu peuvent revendiquer. Bien que sa crédibilité puisse être mise en doute, sa volonté de s'exprimer, de remettre en question le récit accepté, mérite d'être prise au sérieux. Il a donné des explications sur l'incident de la radio, sur les raisons de l'absence de Snoop et sur la radio de sécurité chez Warren G. Ces explications ne se contentent pas d'offrir des hypothèses, elles reposent sur des connaissances, de l'expérience et une observation directe. L'histoire de Tupac Shakur est plus qu'une enquête sur un meurtre. C'est une mise en garde contre les dangers de l'ambition débridée, les effets corrosifs de la jalousie et la fragilité de la loyauté humaine. C'est une histoire qui continue de résonner dans le monde entier, un témoignage du pouvoir durable du mythe et de l'attrait de la tragédie. La perte de Tupac a secoué l'industrie musicale et au-delà. Il représentait une génération, une voix et un symbole d'espoir pour beaucoup. Les questions entourant sa mort font désormais partie de la légende, perpétuant un cycle de spéculation et de débat. L'enquête sur le meurtre de Tupac reste officiellement ouverte, mais la piste s'est refroidie au fil des années. L'arrestation de Dwayne Kevde Davis en 2023 a offert un mince espoir de clôture, mais elle a également soulevé de nouvelles questions sur l'ampleur de la conspiration. Si l'implication de Kevde en tant que tireur est établie, l'identité de la personne qui a orchestré l'attaque reste insaisissable. A-t-il agi seul ou faisait-il partie d'un réseau plus vaste d'individus ayant un intérêt dans la disparition de Tupac? Snoop Dogg, pour sa part, est resté largement silencieux sur les accusations portées contre lui. Ses brefs commentaires sur Instagram, rejetant les affirmations de Suge Knight comme relevant de la jalousie, ont fait peu pour calmer les spéculations. Une réponse plus substantielle, une volonté d'aborder les questions précises concernant son implication, contribuerait grandement à blanchir son nom et à restaurer sa réputation. L'héritage de Tupac Shakur perdure, rappel constant du pouvoir de l'art, de l'importance de la justice et du mystère persistant entourant sa mort prématurée. Les questions autour de son assassinat ne trouveront peut-être jamais de réponse complète, mais la quête de vérité, l'engagement envers la justice et la conviction inébranlable dans le pouvoir du lien humain continueront d'alimenter la recherche de réponses. La vérité peut être complexe, inconfortable, voire douloureuse, mais elle reste, en fin de compte, le seul chemin vers la guérison et la clôture. L'histoire de Tupac demeure, tissée dans le tissu même de la culture hip-hop. Ces mots résonnent encore dans le cœur de millions de personnes, incitant à rechercher la compréhension et à s'engager pour un monde meilleur. Le récit ne se limite pas à un crime. Il parle de la condition humaine, des triomphes et des tragédies de la célébrité, et des ombres qui se cachent sous la surface des étoiles les plus brillantes.
Alors que les révélations implacables de Suge Knight continuent de se propager dans le monde de la musique, la question persiste, la plus grande légende du hip-hop de sa génération a-t-elle été victime d'un complot né au sein même de la famille qu'il avait contribué à bâtir? Suite. Les implications des affirmations de Suge Knight vont bien au-delà de simples accusations de jalousie. Elles touchent au cœur même des dynamiques internes de Death Row, suggérant un degré de préméditation et de trahison glaçant. Il ne s'agit pas simplement d'un acte isolé de violence, c'est le démantèlement calculé d'une dynastie. Une dynastie que Tupac, à bien des égards, avait lui-même construite. Et si le récit de Suge contient ne serait-ce qu'une part de vérité, cela suggère que les graines de la destruction de Tupac ont été semées à l'intérieur même des murs de son empire. Le silence de Snoop Dogg, en particulier, reste une source constante de spéculation. Bien que ses démentis sur Instagram aient été remarqués, ils ne constituent en rien une défense substantielle. Il manque de gravité, de remords, ou même de la simple reconnaissance qu'un événement profondément répréhensible s'est produit. Un homme accusé d'avoir connaissance d'un complot, voire d'y avoir participé involontairement, doit au public, et surtout à la mémoire de Tupac Shakur, une explication bien plus complète. Pac took off on Snoop. Pac ran up on him, did what he did. Snoop ran this way, Pac running behind him. I stopped him. We ain't finna be doing all this in New York. Il ne s'agit pas seulement de laver son nom, il s'agit de contribuer à une compréhension plus complète de ces nuits fatidiques à Las Vegas. Le défi, bien sûr, est de démêler le vrai du faux. Suge Knight est une figure controversée, un homme dont l'histoire personnelle est jalonnée de décisions douteuses et d'activités illégales avérées. Sa crédibilité, comme déjà reconnue, est manifestement sujette à caution. Pourtant, écarter ces affirmations d'emblée reviendrait à ignorer des éléments potentiellement cruciaux du puzzle. La clé, comme dans toute enquête complexe, réside dans la corroboration. Y a-t-il d'autres témoins? Des documents? Des enregistrements pouvant confirmer ou réfuter les propos de Suge? L'existence de cette radio de sécurité chez Warren G, et l'explication donnée par ceux affirmant avoir des informations internes, ajoutent une couche supplémentaire de détails troublants. L'idée que des informations vitales pour la sécurité de Tupac aient pu être délibérément dissimulées, que des alliés aient pu être au courant d'un complot, est profondément inquiétante. Et puis il y a la question de l'aveu filmé. Le détail qui a véritablement secoué le monde de la musique, et pour de bonnes raisons. L'idée que Snoop Dogg, apparemment inconscient d'être enregistré, ait tenu des propos l'impliquant dans les événements ayant conduit à la mort de Tupac, est extrêmement compromettante. L'enregistrement, s'il est authentique, offre un récit bien plus convaincant que n'importe quel démenti ou publication désinvolte sur Instagram. La nature brute et non filtrée d'une conversation franche, même menée dans l'illusion de la confidentialité, porte un poids que des déclarations préparées ne peuvent égaler. C'est une fenêtre sur un état d'esprit, un moment de vulnérabilité qui trahit une profondeur de compréhension difficile à balayer d'un revers de main. Les implications juridiques d'un tel enregistrement sont considérables. Bien que les détails de son admissibilité relèveraient d'un examen juridique, sa simple existence pourrait modifier de façon significative la trajectoire de l'enquête en cours. Elle introduit un nouveau niveau de complexité, obligeant toutes les parties impliquées, Snoop Dogg, Suge Knight, les autorités, à réévaluer leur position. Ce n'est plus une question de conjecture ou de oui-dire. C'est une confrontation directe avec une preuve potentiellement irréfutable. La question devient alors inévitable, pourquoi Snoop Dogg a-t-il été filmé? Était-ce un acte délibéré de sabotage? Une manœuvre stratégique dans les luttes de pouvoir au sein de Death Row? Ou simplement une circonstance malheureuse, un moment capté par hasard et ensuite utilisé comme arme? La réponse à cette question révélera probablement beaucoup sur les dynamiques en jeu. Elle pointe vers un niveau de surveillance, une volonté d'exploiter des moments personnels à des fins stratégiques, qui est profondément dérangeant. L'arrestation de Kif D, tout en offrant un certain espoir de clôture, a également contribué à approfondir le mystère. Sa confession, bien que significative, n'a pas pleinement éclairé la conspiration. Elle a confirmé son implication en tant que tireur, oui, mais elle n'a pas révélé l'identité de la personne qui a orchestré l'attaque. Qui tirait les ficelles? Qui a le plus bénéficié de la disparition de Tupac? Ces questions restent cruciales et doivent trouver réponse. Et tant qu'elles ne seront pas résolues, l'ombre du soupçon continuera de planer sur ceux qui étaient les plus proches de lui. L'héritage de Tupac Shakur continue d'évoluer. Il demeure une icône, un symbole de rébellion et d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Mais son histoire est aussi un avertissement, un rappel de la fragilité de la vie et des effets corrosifs d'une ambition incontrôlée. Les questions entourant sa mort ne relèvent pas seulement d'une clôture judiciaire, elles relèvent de l'histoire. Elles concernent la préservation de l'intégrité de sa mémoire. Le silence des figures clés, en particulier celui de Snoop Dogg, reste un obstacle majeur à l'obtention de cette clarté. Un récit complet et transparent de ses connaissances et de son implication est primordial. Il ne s'agit pas d'attribuer des torts, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé et de veiller à ce qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais.
Il s'agit de reconnaître la douleur et la souffrance causées par la mort de Tupac et de prendre des mesures pour guérir les blessures. L'existence de l'aveu filmé ajoute un nouvel élément dévastateur au récit. Elle remet en question la version établie des événements, obligeant à réévaluer les rôles et les motivations des personnes impliquées. Elle ouvre une fenêtre sur un monde de secrets et de trahison, un monde où la frontière entre amitié et rivalité est floue. Elle exige des réponses, et elle les exige maintenant. Le poids de l'héritage de Tupac, la soif persistante de justice, nous pousse à rechercher la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'industrie musicale, et même le monde entier, ne méritent rien de moins. Et pour comprendre l'histoire dans son intégralité, il faut affronter la réalité inconfortable que les réponses pourraient se trouver chez ceux qui étaient les plus proches de Tupac Shakur. La confession enregistrée, l'incident à la radio, la maison de Warren G., les révélations de Suge, chaque élément contribue à un tableau fragmenté qui doit être patiemment reconstitué. Et tant que toutes les pièces ne seront pas en place, la vérité sur le meurtre de Tupac restera insaisissable, perdue dans les ombres d'un mystère tragique et persistant. Les implications sont claires, la quête de justice continue, et le monde attend, retenant son souffle, espérant une résolution qui mettra enfin au repos le fantôme d'une icône disparue. Les implications sont claires, la quête de justice continue, et le monde attend, retenant son souffle, espérant une résolution qui mettra enfin au repos le fantôme d'une icône disparue.